Il n'y a pas beaucoup de vacances pour les femmes de paysans. Non, non, c'est bien pour ça que je vais parler. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas? Je vais pas et puis je pourrai pas. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Parce que j'aime trop le travail, c'est pour ça que je vais pas aller en vacances. Alors, les agriculteurs d'aujourd'hui peuvent prendre des vacances, avoir une vie privée et des activités annexes. Alors oui, je pense que c'est une question déjà d'organisation. Après, il y a toujours des contraintes, des fois c'est peut-être plus difficile, mais c'est possible de prendre des vacances et puis d'avoir une vie privée à côté, malgré d'être agriculteur. Plus contraignant, c'est principalement les animaux, parce que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est là où c'est plus difficile de prendre des vacances, parce que ça veut dire qu'il faut engager plus de personnel. C'est pas comme s'il n'y avait que des cultures. Culture, c'est surtout l'été où il y a beaucoup plus de travail que l'hiver. L'hiver, c'est plus calme. Les animaux, c'est toute l'année. Alors, rendez-vous compte, un paysan, il faut qu'il trouve quelqu'un pour traire ses vaches. C'est là le grave problème. La traite exige du paysan sa présence, le matin, le soir et chaque jour. Je suis peut-être un petit peu différent de l'époque parce que lorsque j'ai repris l'exploitation, ça avait été déjà discuté avec mon père avant, c'était une exploitation sans vache. J'ai toujours pu prendre des vacances, jamais 3 semaines, mais en tout cas 1 semaine par année. Alors il y a eu des changements et ça je pense que c'est beaucoup lié aussi au développement de la collaboration entre différents agriculteurs autour de structures qu'on appelle communautés d'exploitation, mais ça veut juste dire des associations en fait. Le fait d'être plusieurs familles, pas simplement plusieurs générations de la même famille, hein, mais plusieurs familles ensemble, ça d'avoir du coup des structures qui sont peut-être plus grandes, mais où on est plusieurs à travailler, ça a donné tout d'un coup une marge de manœuvre différente. Dans un contexte aussi où ces couples d'agriculteurs aujourd'hui, il y a un peu moins cette idée de se penser pour tous, en tout cas et toutes, là il faut aussi prendre des nuances toujours, comme étant foncièrement un monde à part. Notamment par la présence de conjoints ou de conjointes qui ne sont pas issus de familles agricoles, ce qui était beaucoup moins le cas il y a quelques décennies. Le fils se prépare à prendre la succession. Il est de la nouvelle génération des paysans qui veut vivre aussi bien que les citadins. En tout cas, moi je dis qu'on devrait arriver à avoir des vacances. Vous en parlez de ce problème? À la maison? Non, des vacances. Ça viendra. Ça viendra? Ouais. Partir en vacances, les grands-parents n'y songeaient même pas. Leur petit-fils, lui, commence à faire des projets. Il en a parlé à ses voisins qui n'ont pas dit non. Demain, le monde paysan aussi entrera dans la civilisation des loisirs. Il y a eu le côté structurel et puis un peu peut-être le côté aussi du coup évolution des valeurs, j'ai envie de dire. On a aussi eu une extrême valorisation en fait du travail comme étant finalement une éthique en soi. Hein. Le fait de prendre des vacances, c'est pas seulement est-ce que c'est possible ou pas, mais est-ce qu'un bon paysan, un bon agriculteur prend des vacances. De toute façon, vous êtes aidé par des subventions annuelles, environ 7 500 francs. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique des subventions? Ça, c'est les subventions usuelles donc, que tout le monde touche dans la région. Mais on est contre, on aimerait les supprimer du jour au lendemain. Et qu'on paye une fois pour toutes nos produits au prix de revient, surtout ça. Ça augmenterait beaucoup le prix des produits. Pourquoi est-ce qu'on en discute, nos produits? Nos produits, c'est notre salaire. C'est ce qu'on oublie. Il faudrait une fois pour toutes qu'on se le mette dans la tête, ça. Vous n'aimez pas être un subventionné? Non, parce qu'on est l'enfant pauvre du pays. Moi, ça m'excite, des trucs ainsi. Vous aussi? Mais, ça, de toute façon, disons, on doit payer notre produit d'après les heures faites, comme l'ouvrier il est payé aux heures, aux journées, ce qu'il fait, sa rentabilité, ce qui n'est pas notre cas, disons. C'était financièrement plus facile de vivre de l'agriculture devant. On vivait correctement, hein. En tout cas, moi, alors qu'on avait un tout petit domaine. Hein, quand j'ai repris, je travaillais 16 hectares. C'était pas... Puis on tirait au maximum, quoi. On avait des arbres fruitiers. Écoutez, moi, j'ai payé pas mal
d'années des impôts sur un revenu d'environ 20 000 francs. Ouais. Donc on vivait. Ce qui était le plus important dans le revenu, c'était l'élevage des taureaux. On était des pionniers, mais c'est vrai qu'après, c'est devenu plus difficile, les marges étaient moins grandes. Hein. Oh, ça a augmenté, je pense, par rapport à avant. Ah, c'est pas la même chose aussi. Au frein, alors ça c'est sûr, parce que la valeur du frein n'est plus la même. Mais les possibilités que vous avez avec votre revenu, je pense qu'aujourd'hui, moi je suis plus exploitant, je ne peux pas dire, mais je pense qu'elles ne sont pas meilleures qu'il y a 40 ans, ou 60 ans même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Déjà, on a les aides aussi au paiement direct. Alors, un paiement direct, c'est un outil de politique agricole qui a été inventé dans le cadre disons, de la réforme de la politique agricole au début des années 90. C'est un outil qui permet de dire « je donne de l'argent en tant qu'État à des agriculteurs pour des raisons qui sont détachées en fait, de la fonction marchande, de l'économie directe ». Et dans la Constitution, on a plusieurs grands domaines qui le justifient, notamment l'utilisation durable des ressources, l'entretien du paysage, l'habitat décentralisé et la garantie de la sécurité alimentaire. Et donc c'est ces fonctions un peu d'intérêt public, on pourrait dire, qui sont rémunérées par des versements d'argent directs depuis l'État à l'exploitation agricole. Mais c'est pour diminuer le prix de ce qu'on produit, tout bêtement. Hein. On pourrait, si vraiment il fallait qu'on vive sans paiement direct, je pense qu'on pourrait presque doubler le prix des produits. Hein. Ça n'existait pas? Ah non, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait des aides ponctuelles par exemple, pour les céréales fourragères, pour ne pas importer trop de céréales fourragères, pour inciter les gens à faire de l'orge plutôt que du blé, qui l'orge rapporte un peu moins. Ça équilibrait un petit peu les cultures, puis ça permettait de mieux approvisionner le pays. La réponse, elle est aussi éclairante sur la visibilité de l'aide actuelle par rapport à l'invisibilité relative de l'ancienne aide pour l'agriculteur en tout cas. C'est-à-dire qu'avant, c'était à travers le marché, finalement, le contrôle garanti des prix. L'agriculteur avait l'impression de gagner honnêtement sa vie à travers des prix rémunérateurs. Et c'est ce qui est beaucoup revendiqué aujourd'hui hein, dans le mécontentement agricole, c'est le fait de ne plus être payé à un juste prix pour ses produits et par contre d'être compensé par cet argent public qui arrive directement, qui est extrêmement visible, qui place aussi l'agriculteur dans un sentiment un peu de malaise par rapport à cette dépendance évidente, on pourrait dire, économiquement. Je pense que la question de comment vivent les agriculteurs en termes économiques, on a toujours tendance à vouloir l'uniformiser et depuis toujours, elle a été très diverse. Ce qui a changé beaucoup, c'est la structure du revenu, les besoins aussi en liquidité. Alors là, ce qui est clair, c'est qu'il faut acheter beaucoup plus dépenser beaucoup plus d'argent pour faire rentrer des choses dans l'exploitation avant de pouvoir produire quelque chose, recevoir un revenu. Et finalement, il y a beaucoup d'argent qui circule avec relativement peu qui reste, alors qu'avant, il y avait peut-être beaucoup moins d'argent qui circulait avec des petits revenus qui suffisaient aussi à subvenir à des modes de vie qui étaient eux-mêmes aussi moins dépendants de la liquidité, quoi. Pensez-vous, M. Mamin, qu'au point de vue formation professionnelle, vous êtes en mesure de pouvoir compenser un certain handicap au point de vue culture? Eh bien, on a souvent entendu dire, de la part de gens qui se préoccupent de l'avenir de l'agriculture suisse ou de l'agriculture européenne, que c'était probablement un des atouts de l'agriculture suisse d'avoir des agriculteurs compétents et qualifiés sur le plan professionnel. Certes, il y a toujours quelque chose à apprendre, on n'est jamais suffisamment au point, mais la nécessité pour le paysan suisse de produire de façon extrêmement intensive, d'une part, et de façon très variée, d'autre part, de par la structure des exploitations et de leur dimension, a obligé le paysan à être capable de toutes sortes de branches différentes, et c'est probablement un atout qui fait qu'il a des raisons d'envisager un petit peu le marché commun avec plus de confiance que de crainte. Pour être agriculteur aujourd'hui, il faut plus de compétences, de formation qu'avant.
Alors moi j'ai le CFC et puis le brevet professionnel pour l'agriculture, pour paysans. Moi j'ai une formation d'agriculteur. J'avais fait l'école d'agriculture après, donc en CFC. Après j'ai fait la maîtrise. Aujourd'hui il faut quand même des compétences pour faire tourner l'exploitation. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là maintenant pour aider dans plusieurs domaines, comme dans les cultures, dans la branche pour l'alimentation pour les vaches. Il y a aussi les entreprises qui aident pour travailler. Nous, on n'avait pas, il n'y avait pas l'encadrement qui existe aujourd'hui. Hein. Moi comme j'ai débuté, la vulgarisation se mettait tranquillement en place. Donc il y avait de temps en temps un conseiller pour 2, 3 villages, quoi. Puis il y avait 3 fois plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui, en tout cas, si ce n'est pas plus même. Hein. Donc on trouvait un encadrement, mais on devait plus se débrouiller soi-même, quoi. Certainement, je pense. Mais par contre, les décisions, il faut toujours les prendre. Il faut toujours oser, puis y aller, puis les prendre. Et puis ça ne doit pas être plus facile aujourd'hui qu'avant. Ça reste toujours l'agriculteur qui prend la décision. Puis si après il prend cette décision, ben, qu'il doit l'assumer. Voilà, que ça aille ou que ça aille pas. Aujourd'hui, faut être sur tous les domaines parce qu'il y a aussi beaucoup de paperasse à remplir. Et il y a aussi sur le terrain où il faut aussi être actif et puis être sur les 2 fronts, quoi, sur tous les fronts. Moi, j'ai jamais eu besoin d'un jour par semaine pour la gestion de l'exploitation. Aujourd'hui, je vois mon fils. En tout cas, un jour par semaine, il passe pour la gestion de l'exploitation. Hein. C'est devenu un petit peu foufou, quoi. Ce qu'on entend beaucoup là, c'est l'idée de la compétence en tant que telle, elle est toujours contextuelle. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y en avait besoin de plus de compétences qu'avant? Je ne pense pas qu'on peut le poser comme ça. Par contre, on sent les changements profonds qu'ils évoquent. Cette idée que l'agriculteur est de plus en plus un entrepreneur, finalement un directeur d'entreprise, en quelque sorte, on pourrait dire, associé aussi au développement. On parlait des paiements directs, ces paiements directs qui s'associent aussi à tout un système de contrôle administratif, parce qu'il faut pouvoir justifier l'utilisation de cet argent donné aux agriculteurs. Il y a une sorte d'explosion des outils administratifs de contrôle finalement de l'agriculture. On a finalement cette part de travail qui est beaucoup plus abstrait, qui est beaucoup plus détachée simplement du rôle de producteur, on pourrait dire, agricole. C'est intéressant parce qu'on voit dans un côté que, comme ils le disent, aujourd'hui, il y a tous des appareils qui sont développés pour encadrer ces agriculteurs. On pourrait dire qu'ils ont moins besoin de compétences, ils ont plus de soutien. Mais en même temps, ça sous-entend aussi qu'il y a de plus en plus de domaines où on estime qu'ils devraient avoir des compétences. Et ça, c'est un vrai challenge, notamment pour une profession où la formation de base, on les a entendus les deux, c'est un CFC, c'est 3, 4 ans de formation. Ce qui rendait peut-être plus simple le travail il y a quelques décennies, c'était l'imposition d'un modèle unique d'agriculture. Aujourd'hui, on a un peu cassé ça. Alors, il y a encore des contraintes qui poussent dans des directions bien définies, mais ces directions, elles sont beaucoup plus floues, beaucoup plus ouvertes et finalement une responsabilisation plus ou moins de l'agriculteur par rapport à faire ses propres choix. Un agriculteur qui est libéré à la fois d'un contrôle social local. Avant, dans un village, vous étiez, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine d'exploitations. Il y avait un regard des pairs qui était beaucoup plus présent, mais aussi un cadre finalement législatif qui, lui, ouvre plusieurs pistes, plusieurs modèles possibles dans lesquels on peut s'insérer, où il faut trouver son propre chemin, finalement. Une des conséquences du modernisme dans nos exploitations actuelles, c'est la fatigue qui est beaucoup plus nerveuse que dans le temps de mon père, ou de ma première jeunesse. On avait, en fin de journée, une fois qu'on avait labouré avec des marchés derrière des chevaux, on avait une fatigue saine. Physique. Une fatigue physique, tandis que maintenant, on est un peu stressé, comme on dit à l'époque actuelle. Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Parce qu'on a beaucoup de problèmes, des problèmes d'organisation d'exploitation, de rendement. Le travail d'agriculteur était plus difficile avant. Alors, j'ai vraiment de la peine à vous dire si c'est plus difficile, c'est plus technique, ça c'est sûr. Les techniques ont évolué, la mécanisation a complètement changé. Vous avez des machines pleines de comment on appelle ça, d'électronique, voilà. Que moi
j'ai jamais connu ça. Même monter sur un tracteur aujourd'hui, si on n'en a pas un qui est un peu plus ancien, ça devient compliqué. Hein. Ah bon, je pense par rapport à avant, le métier est déjà beaucoup moins physique qu'avant. Parce que c'est beaucoup plus mécanisé. Bien sûr. Oui. Et puis, par contre, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'électronique. Il faut beaucoup. Ça reste de nouveau encore de la gestion, comme on disait avant, qui est beaucoup plus poussée. Il faut vraiment être à jour et puis connaître et vouloir toujours aller plus loin pour avancer. La météo reste la météo, hein, elle nous échappe, il faut faire avec. Et puis comme il disait, une année, tout se passe bien, c'est formidable. Puis l'année d'après, c'est pas du tout ça. Vous avez des problèmes que vous n'avez même jamais eus tout d'un coup. On ne pourra jamais la maîtriser. C'est pas possible, il faut faire avec, c'est tout. Alors très souvent, quand on pose cette question aux agriculteurs, il y a effectivement ce côté, on rentre par le côté physique. Hein, mais là, c'est intéressant parce que c'est une question, je pense, qui nous permet vraiment de penser l'agriculture comme juste étant un des volets de nos sociétés et pas un monde à part qui aurait son évolution propre comme ça. Et en fait, on a vraiment ce même phénomène où on a l'impression que les gens ont la vie de plus en plus facile, mais sont de plus en plus sous pression. Et en fait, il y a une nouvelle forme de souffrance qui est témoignée par un nombre croissant d'agriculteurs, en fait, qui est de l'ordre du burn-out, qui est de l'ordre de la gestion de la pression continue. Et là, je pense que beaucoup d'agriculteurs de l'ancienne génération disent « Avant, on travaillait dur, mais on avait le temps de s'arrêter, on était nombreux sur la ferme, on s'arrêtait pour faire la pause le matin, on mangeait tous quelque chose ensemble. » Enfin, des choses comme ça. Des agriculteurs aujourd'hui ne le font plus, c'est du non-stop. Beaucoup, surtout suivant les périodes, hein, certains en parlent comme ça. Hein, c'est des journées très longues où on est seul, beaucoup seul sur des machines qui font le travail, mais on est seul. Et là, je pense que c'est en termes de difficulté du métier, c'est quelque chose qui est vraiment une différence énorme qu'assument les générations actuelles d'agriculteurs que ne connaissaient probablement pas, ou en tout cas pas la même chose les générations précédentes. Cet isolement, il est à la fois au niveau de l'exploitation, mais dans la société aussi, avec des agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux, d'avoir cette omniprésence de l'administratif et du contrôle qui vient un peu mettre en question la valeur de son travail, une baisse des prix de l'alimentation qui est aussi une forme de dévalorisation du fruit du travail de l'agriculteur. Il le pense avant tout quand même comme la production. Donc une identité dévalorisée, une pression croissante, ça fait des situations qui sont souvent psychologiquement assez difficiles quand même à vivre. Nous déséquilibrons chaque fois un peu plus lorsque nous travaillons qu'avec des engrais chimiques. Parce qu'il manque à la terre l'humus. Et la vie microbienne diminue toujours un peu plus. N'est-ce pas? Nous devons maintenir cette vie microbienne et surtout la multiplier et multiplier les vers de terre. Et seul en ce moment-là, avec une vie microbienne intensive, que nous arriverons à avoir précisément l'équilibre de nous dans le sol. Mais sans matière organique, il est impossible. Une terre est équilibrée lorsque tous les éléments nécessaires à la croissance de la plante sont harmonieusement présents. L'élément qui a été prélevé par la récolte doit être restitué à la terre. Ah, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, la question du bien-être animal et d'une terre sans pesticides est aujourd'hui plus au centre des préoccupations des agriculteurs qu'à l'époque. C'est surtout qu'on n'a pas le choix. Ben oui. Alors, ce n'était pas du tout un problème à ce moment-là, il y a 60 ans. Je me souviens quand j'ai repris puis que j'ai abandonné le bétail laitier, on s'est mis à faire du maïs. On avait eu une séance pour apprendre à cultiver le maïs et on avait à ce moment-là, je me souviens pas plus du nom de l'herbicide qu'on nous proposait. Et je me souviens toujours qu'une question était arrivée. Quelle est la nocivité de ce produit Et dans l'Assemblée, il y avait 3 ingénieurs agronomes, 3. Alors ils nous ont dit, mais aucun problème. Les micro-organismes du terrain détruisent tout. Et quand vous avez 3 ingénieurs agronomes qui vous disent ça, vous les croyez, quoi. Et 10 ans après, ce produit il est interdit, donc... je crois qu'on en trouve toujours des traces dans le terrain.
il a fallu qu'il y ait des trucs comme ça pour qu'on se rende compte que c'était pas inoffensif, c'est pas possible. On est tout à fait d'accord que des problèmes il y a, puis il faut en tenir compte, mais on ne peut pas dire tout d'un coup on arrête, et puis quand vous voyez certains rendements, comment voulez-vous faire vivre tout le monde? Il faudra nous expliquer. Oh, maintenant c'est vraiment... ben, on en parle à chaque produit, ou bien maintenant, comme on disait aussi avant, on a beaucoup avec les conseillers, mais chaque fois on en discute, regardez le seuil d'intervention, et ça vaut vraiment la peine d'aller. C'est pour ça qu'on y va, mais c'est toujours réfléchi et analysé, savoir si ça vaut vraiment la peine d'aller. Oui, il y avait déjà des batteries de poules, ça existait. Oui. Pas polémique, on n'en parlait pas dans la société. Non, c'est venu quelques années après, 10, 15 ans après, que ça a été interdit en Suisse. Donc, hein, mais il y avait eu une initiative, on avait voté pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'élevage en batterie. C'est interdit chez nous en Suisse. Et puis, on est vraiment... Il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est aussi notre revenu. On va dire un animal qui ne va pas ou bien quoi que ce soit. C'est aussi quelque chose qui va malheureusement nous impacter financièrement. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours d'être au top du top. Mais des fois, c'est difficile d'avoir certaines contraintes qui sont peut-être un peu aberrantes. On est beaucoup plus contrôlé, il y a beaucoup plus de contrôle, de surveillance aussi qui viennent. Et puis, c'est ça aussi où c'est peut-être aussi un peu pesant. Parce que c'est tout, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans les bureaux, mais c'est tous des gens qui imposent quelque chose. Mais il y a très peu de personnes qui sont déjà allées dans des fermes travailler ou quoi que ce soit. Alors, surtout celui qui se lève le matin, qui finit peut-être un peu plus tard le soir ou quoi que ce soit, qui se lève encore la nuit, si tout d'un coup il y a des vélages ou comme ça. Et puis lui, il dort tout tranquille, il a son samedi, son dimanche, ses jours de congé parce qu'il est peut-être à 80%. Eh ben, ça énerve un peu des fois. Même beaucoup. Même beaucoup, je dirais, oui. Quand vous voyez qu'un gars doit refaire toute son écurie parce qu'il manque 2 cm, parce que ses vaches, elles font passer 550 kilos, il lui manque 2 cm, puis qu'il doit refaire toute son écurie. Mais c'est de la folie. Faut y pas dire. C'est pas possible. Il y a aussi la volonté des consommateurs qui achètent des produits d'avoir le produit le plus sain possible. Oui, ça bien sûr, mais on voit très bien que le prix est encore plus important que ça. Et du coup, on importe et puis on prend à l'étranger, qui n'est pas du tout la même chose comme certains produits qui sont à l'étranger autorisés, mais chez nous, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils ne sont plus autorisés. 3-4. Ouais, si ce n'est pas plus, mais le prix fait foi. On ne veut pas ci, on ne veut pas ça, mais par contre, on veut vraiment le prix le plus bas. L'après-guerre, ça a été la mise en œuvre d'une agriculture qui a simplifié les processus, qui a standardisé énormément les manières de faire grâce à des moyens techniques, et notamment le pesticide, que ce soit herbicide, insecticide, fongicide. Là aussi, par rapport aux animaux, avec un traitement d'inspiration industrielle quand même. Après, il y a toujours ce débat, est-ce qu'on a une agriculture industrielle ou pas? Ce n'est pas tellement la question, c'est les processus, les logiques qui sont derrière, qui sont d'avoir des animaux qui sont standards. Notamment, on le voit, on parle de la poule, de la volaille, c'est un des domaines où c'est le plus flagrant, que ce soit pour les œufs ou la viande. On a vraiment calibré des animaux pour qu'ils rentrent dans telle ou telle surface et qu'il y ait une production maximale. Et dès que la production baisse, par exemple pour les œufs, on se débarrasse et on change. Donc vraiment une optimisation du processus sans finalement qu'on ait de débat éthique là derrière plus fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu petit à petit aussi parce qu'on a vu, il y a eu ce retour, cette réflexivité de cette modernisation qui s'est fait dans beaucoup de domaines. On a aussi le débat sur le nucléaire à un moment donné, on a eu tout ça qui a commencé à émerger. On s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ce qui est difficile à vivre, notamment, et ça ressort dans une partie des interventions là, des deux agriculteurs, c'est surtout du plus ancien, cette idée, c'est qu'on nous a dit,
faites ci, faites ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Et tout à coup, on vient nous dire, mais vous êtes des irresponsables de ce que vous faites. Et il y a ce côté un peu individualisation du reproche, je pense, et de la responsabilisation qui est la plus difficile à entendre. Qui doit porter les conséquences d'un système complexe qui a été mis en place. On ne sent pas vraiment un désaccord avec le fait que les pesticides, en fait, ce n'est pas terrible, mais finalement, on doit quand même produire de l'alimentation. Le but, ce n'est pas juste de cultiver des champs, puis s'il n'y a rien qui vient, ce n'est pas grave. Non, parce que sinon, autant rien faire. Donc, il n'y a pas un désaccord de fond, ni sur le fait d'avoir des animaux sains et comme ça, mais c'est sur la manière dont c'est mis en œuvre et puis pourquoi c'est à l'agriculteur, plus ou moins seul, d'avoir à porter cet effort-là, sans qu'on change quoi que ce soit sur des questions de fixation des prix, sur des questions aussi de responsabilisation d'autres acteurs dans la chaîne. Moi, c'est beaucoup ça que je vois là. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus au moment d'entrer dans cette profession véritablement? C'est dur. C'est notre avenir, enfin, c'est ce que deviendra le paysan de demain. C'est pas ce qu'il deviendra. Enfin, moi, je suis plein d'optimisme pour le moment. Enfin, j'espère que ça ira et que ça continuera à aller. Est-ce que vous vous dites, je deviens paysan, mais ça n'est que pour un moment? Moi, à ce moment-là, non. Je pense que je serai pour la vie. Je serai paysan pour la vie et j'espère le rester pour la vie. Je vois pas ce que je ferai d'autre à présent. Je n'envisage pas un recyclage pour le moment. Est-ce que toute cette évolution, les accords de la CE, enfin l'Europe, tout ça, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète. C'est-à-dire que je connais pas tellement le problème, mais ça m'inquiète pas tellement, non. Ça peut être une union des paysans, oui. Alors l'agriculture, c'était mieux avant? Moi, je pense pas. C'était pas mieux avant, c'était différent, hein, ça c'est sûr. Mais on voit bien que le fond des problèmes, c'est toujours les mêmes. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut faire tourner une exploitation, il faut produire, parce qu'on est quand même là pour ça. On est aussi là pour nourrir, nourrir la planète, quoi. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et je pense que, moi, je pense que, peut-être pas nous, peut-être en tout cas pas moi, mais je pense qu'il y aura aussi des problèmes un jour de ce côté-là. Mais quand? Alors c'est quand, ça? C'est vrai que... Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux? Oui, quand ils auront peur de ne pas avoir à manger, ça c'est sûr. Alors. Ce sera trop tard. Oui. Ce sera peut-être un peu tard, ouais. Je pense que l'avantage qu'il y avait avant, c'est qu'il n'y avait pas toutes ces contraintes. Ah oui, alors ça c'est sûr. Et on n'était pas surveillé tout le temps comme ça, jugé aussi. Et puis on est surtout dirigé aussi par d'autres personnes. C'est pas comme avant où c'était plus facile de faire ses expériences. La mentalité des agriculteurs a immanquablement changé, quoi. Vous pouvez plus dire, vous restez dans votre coin, c'est plus possible. Oui. Aujourd'hui, maintenant, on est obligé d'être à l'écoute pas dire du citadin, mais de la personne, c'est du client, c'est lui qui recherche ça. Et puis, on est obligé d'être à l'écoute pour essayer d'aller aussi dans leur sens, pour aller de l'avant et puis pour aussi vendre nos produits. On a bien vu aussi quand il y avait le Covid, tout le monde venait, les agriculteurs. Mais une fois le Covid était fini, et voilà quoi, il n'y avait plus d'agriculteurs et je sais qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui ont mis en place deux, trois infrastructures justement. On a pris 2-3 poules en plus ou quoi que ce soit parce qu'il y avait des œufs à marcher, à prendre. Il s'est retrouvé après avec des œufs dans les mains à plus en finir. C'est là aussi où c'est des fois pas toujours évident. Mais je pense que certains bureaucrates devraient peut-être aller un peu plus sur le terrain pour voir les choses et puis peut-être se rendre compte de certaines choses qui est peut-être pas une bonne idée, quoi. Mais quand on parle là de l'évolution, comme j'ai travaillé 20 ans à Prométhère à l'Office de crédit, on avait beaucoup à faire à des experts fédéraux. Au début que j'ai commencé, c'était tous des gens qui avaient un CFC agricole ou une formation jusqu'à ingénieur agronome. Et quand j'ai fini, il n'y en avait plus point, il y en avait
presque plus. Presque plus, en 20 ans. Ils ont tous pris leur retraite, ils disaient toujours on est la dernière génération. Vous verrez, vous n'aurez plus des gens qui ont le métier dans les mains. Ouais, on se rend compte qu'il y a quand même un problème là. Donc tout le monde veut s'occuper d'agriculture, mais peu de monde la connaît pas forcément. Ouais. Ce qui est évident, c'est qu'on n'est pas allé que vers le progrès pour beaucoup de choses. Enfin, et le progrès, l'idée même de progrès, finalement, on en a fait un peu une sorte de deuil, hein, on pourrait dire, dans notre société aujourd'hui. Pas complet, hein, c'est toujours un sentiment ambivalent, mais ça dépend aussi du point de vue qu'on adopte. Est-ce que c'était mieux, mais pour qui ? Du côté, par exemple, de l'environnement, on se rend compte que malgré les limites et les questions, on a aussi quand même une redirection qui s'est faite, qui est quand même jugée plutôt positive. Le fait qu'il y avait une part de l'agriculture qui était sous pression, qui a continué de disparaître, en fait, à chaque génération, c'est une constante qui est là depuis longtemps. Hein. Ceux qui restent aujourd'hui pour nous en parler, c'est ceux qui s'en sont sortis. Donc on retrouve aussi des récits d'une vie dure et de difficultés même existentielles, j'ai envie de dire, d'agriculteurs depuis longtemps, autant qu'on en a les traces finalement, on peut dire. D'un point de vue d'agriculteur, il y a aussi ce sentiment peut-être d'être aujourd'hui moins soutenu, moins vraiment porté, disons, parce que peut-être que dans l'après-guerre, on a eu un mouvement finalement d'association entre une aide croissante de la politique et du politique, un soutien, une alliance aussi politique avec le bloc bourgeois qui faisait que les revendications d'agriculteurs finissaient par passer presque chaque fois. Et finalement, ça s'est fait pas que pour le bien de l'agriculture non plus. Hein. C'est-à-dire que les difficultés, surtout quand on regarde a posteriori, quand on voit les difficultés d'une agriculture à re-rentrer dans des logiques plus de marché dans les années 90, les années 90 ont été extrêmement difficiles pour le milieu agricole aussi. Mais c'est aussi parce que tout d'un coup, on a arrêté de leur dire produisez, on s'occupera du reste. Hein. C'est un peu ce qu'on entend tout le temps, les anciens agriculteurs qui nous disent voilà ce qu'on nous disait à nous. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut critiquer sur le passé, mais après, aujourd'hui, on est aussi obligé de se poser des questions. Mais vers quoi on va des agriculteurs qui ne voient bientôt plus le sens à leur métier, pas fondamentalement pour lui-même, mais tel qu'ils doivent le faire aujourd'hui, ça doit nous poser des questions. Et cette espèce d'unité un peu nationale qu'on avait derrière l'agriculture à la sortie de la guerre, parce qu'on avait aussi connu quand même des problèmes d'alimentation et comme ça pendant les périodes de crise mondiale, il faudrait pouvoir retrouver une forme finalement, pas que d'unité, c'est bien la diversité de pensée aussi des fois, mais quand même un peu plus de cohérence finalement là pour tout le monde. Très souvent là on entend les agriculteurs qui parlent du consommateur comme étant une seule personne qui serait pleine d'incohérences. Non, c'est une foule de plusieurs millions de personnes, forcément il y a des incohérences. Et ce qui est dommage, c'est que plutôt que de se dire, voilà, allons chercher les alliances avec ceux qui réfléchissent dans notre sens, on a un peu ce dépit finalement, suite au Covid par exemple, où oui, bien sûr, les gens maintenant, ils n'ont plus les mêmes comportements que quand ils avaient rien à faire d'autre que d'aller à la ferme pour acheter des œufs et puis de la viande chez le producteur. Comment dire, il y a aussi ce besoin de penser que l'agriculture demain, elle sera mieux que celle d'aujourd'hui, je pense, qui est important pour les agriculteurs. De retrouver cet espoir pour les agriculteurs notamment, je pense que c'est quelque chose d'important.